table ronde donc sur la continuité des parcours avec donc 5 participantes. En face de moi, donc Catherine Cornibert, vous êtes directrice générale de l'association Soins aux professionnels de santé. À vos côtés, le professeur Stéphanie Alassonnière. Vous êtes professeur de mathématiques appliquées à la faculté de médecine d'université Paris-Cité. Vous êtes également directrice adjointe à la santé de l'Institut Prairie. Vous nous direz quelques mots. À vos côtés, Danielle Aubanel, vice-présidente de l'association ELI. Et ici, vous représentez Action Patient. Donc là aussi, on va y venir dans quelques minutes. Nous sommes également ravis d'accueillir Caroline Henry, avocate spécialisée en santé. Et donc, entre nous, Catherine Reynaud, donc, qui est directrice des affaires publiques chez Pfizer France. Peut-être, Danielle Aubanel, je me tourne vers vous. Donc, vous représentez Action Patient, donc, qui fédère 19 associations. Donc là aussi, je pense que vous allez nous le confirmer, mais chaque association a sa méthode pour défendre la continuité des parcours. Mais vous avez réalisé une étude, je pense il y a 1 an. Est-ce que vous pouvez nous détailler quelques résultats sur cette continuité des parcours ? Pourquoi Action Patient ? Puisque ce sont 19 associations déjà anciennes, toutes représentées, qui se sont réunies parce que en 2022, elles ont pris toutes ensemble conscience de ce risque de rupture, justement, dans la continuité des parcours de soins. Et c'est comme ça que ce collectif s'est créé par la volonté d'associations très diverses, certaines anciennes, souvent très bien représentées, mais peut-être pas toujours bien écoutées. Parce que 20 ans de démocratie en santé, nous les avons fêtés l'an dernier, mais je ne reprendrai pas ce qu'ont dit mes prédécesseurs. Notre représentativité effective n'est peut-être pas encore tout à fait satisfaisante. Et à ce titre, il est tout à fait remarquable de voir qu'une grande entreprise telle que Pfizer donne une telle place aux associations, je n'aime pas le mot de patients, aux associations de personnes malades. Parce que Action Patient, on pourrait penser que c'est un oxymore, on pourrait attendre du patient qu'il attende. Or, justement, maintenant, il est en action. Alors, nous avons eu une grande enquête sur plus de 2000 représentants de ces fameuses associations, 1700 réponses de la part de malades, 300 de la part de soignants. Et sur la question posée était avez-vous constaté une difficulté d'accès à certains soins, que ce soit des consultations, des problèmes de diagnostic, quels qu'ils soient. Chez les patients, 49% ont répondu avoir eu une difficulté au moins dans l'année précédente. Chez les soignants, 80% ont dit qu'ils avaient été obligés de différer ou de modifier la façon qu'ils avaient de traiter un patient en fonction des difficultés d'accès rencontrées. Alors cela dit 2 choses, c'est que la réalité, c'est qu'il y a bien une difficulté de l'accès aux soins d'une façon générale. Tous ont donné, notamment les soignants, ont donné comme motif de cette difficulté un manque de ressources, avec un S à la fin, que ce soit des ressources humaines ou financières. On peut constater que la réponse des soignants est presque le double que ce que peuvent penser les malades, parce que les malades sont sous-informés, les soignants les protègent. Beaucoup de patients n'ont pas conscience de la réalité, ils en ont conscience, mais insuffisamment, de la réalité de cette difficulté de l'accès à certains diagnostics, à certains traitements, à certaines ressources médicales. Et ça, c'est très inquiétant pour nous, mais aussi tout à fait réconfortant de penser que les soignants en sont conscients et quelque part protègent leurs malades d'un stress supplémentaire. Ensuite,
qu'a fait Action Patient? Eh bien, nous nous sommes servis, bien sûr, de cette étude pour la publier, pour en informer les institutions, pour faire aussi d'autres actions qui sont transversales et communes à toutes les associations de patients. Et je vous rappelle que sur 19 associations de personnes malades avec des problématiques totalement différentes, mais peuvent toutes avoir des problèmes transversaux sur l'accès aux droits, les accès aux soins. Et c'est pour ça que ce collectif s'est transformé à maintenant une existence juridique, de façon à pouvoir porter ces problèmes transversaux d'une seule voix. Parce que nous l'avons bien vu aussi avec ce que nous a dit les maladies rares, l'union fait quand même la force, y compris pour les associations de personnes malades. Absolument. Merci beaucoup. Merci Danielle Aubanel. On vous applaudit. On aura l'occasion, là aussi peut-être, d'approfondir les résultats de cette étude ou votre action collective tout à l'heure avec les questions-réponses. Catherine Cornibert, je me tourne vers vous. Alors vous, votre association, elle agit donc pour aider les professionnels de santé qui sont en souffrance. Elle agit aussi pour leur mieux-être. Donc j'ai envie de vous dire quel parcours d'accompagnement, mais alors là au pluriel, est-ce que vous mettez en place ? Merci pour donner en tout cas la visibilité à l'association SPS, Soins aux professionnels de la santé. Donc je dirais que dans la salle, on est tous professionnels de la santé, parce qu'au-delà des soignants, des paramédicaux et des personnes qui travaillent dans le médico-social, il y a toutes les personnes qui s'occupent effectivement des patients, qui prennent soin, mais également de toutes les autres personnes qui sont dans des structures, qui sont en contact de patients, et qui s'occupent aussi de leur qualité de vie. Et ça, c'est très important de s'occuper aussi de l'ensemble des professionnels qui s'occupent de la qualité de vie des patients ou des personnes malades. Donc l'association Soins professionnels de la santé, effectivement, s'occupe de 3 millions, en tout cas, potentiels professionnels de la santé. J'ai envie de dire, peut-être le plus grand parcours, c'est un soignant ou un professionnel de la santé qui va bien, c'est un patient qui est mieux soigné. C'est tellement évident qu'on a envie de dire il faut avant tout s'occuper de tout ce qui est soins, de s'occuper de la santé de nos professionnels de la santé, à tel point qu'un soignant qui est en souffrance, 50% disent que c'est un impact au point de mettre en danger la vie du patient. Donc c'est peut-être le plus beau parcours qu'on devrait mettre en place. Et d'ailleurs, c'est très important quand on regarde les chiffres avant de répondre à votre question. 2/3 des professionnels de la santé ont eu un ou plusieurs épuisements professionnels. 2/3 des professionnels de la santé se sentent fatigués. 2/3 des urgentistes sont en burn-out. 2/3 des urgentistes sont en burn-out. Vous voyez à quel point il est alertant de mettre en place des actions. Et j'ai envie de dire peut-être le chiffre le plus alarmant, c'est qu'un quart des professionnels de la santé se sentent en tout cas en très mauvais état de santé ou en mauvais état de santé. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait, en tout cas au niveau de l'association qui existe depuis 2015, donc ce n'est pas dû simplement au Covid. On a mis 2 grandes actions, on va appeler ça des parcours pour eux, de mise à disposition. Le premier, c'est un parcours d'accompagnement psychologique qui va de l'écoute jusqu'à l'hospitalisation d'urgence. L'écoute, c'est une plateforme de 120 psychologues qui écoutent jour et nuit, de façon anonyme, gratuite et confidentielle, avec 100% de décroché, toute personne qui en aurait besoin. Donc je vous invite tous à télécharger l'application SPS et à pouvoir, soit à vous-même ou à vos collègues, pouvoir en tout cas diffuser cette information. Derrière, c'est un réseau national du risque psychosocial, si besoin, avec un accompagnement et des consultations médicales composées de psychologues, médecins et psychiatres. Partout en France, c'est 500 personnes, voire même, et je finis le parcours, des hospitalisations dédiées. Il y a 12 unités dédiées en France qui sont dédiées complètement aux soignants. Ce n'est pas très connu, parce que quand on parle de la santé des soignants, c'est encore un sujet tabou, honteux, parce qu'effectivement, ça fait peur. Donc ce parcours d'accompagnement psychologique, il existe. SPS a été reconnu d'intérêt général avant la crise sanitaire grâce à ça. Le deuxième parcours, j'ai envie de dire, c'est pour ne pas en arriver là, puisque peut-être c'est mon dernier chiffre, 3 professionnels de la santé se suicident tous les 2 jours. 3 professionnels de la santé se suicident tous les 2 jours. En France, c'est un suicide de la population toutes les heures.
C'est 3 points au-dessus de la prévalence de la moyenne européenne. Donc pour ne pas en arriver là, effectivement, il faut mettre en place des actions de prévention qui rentrent également dans un parcours, puisqu'on a mis à disposition depuis fin 2019 des parcours avec des ateliers qu'on propose soit en visioconférence, soit en présentiel, autour de la gestion du stress, autour de tout ce qui est alimentation et mode de vie, tout ce qui est autour de la communication et du management et prévoyance et droit. C'est un petit peu plus de 60 ateliers qu'on propose et depuis 2 ans, 5000 professionnels de la santé qui ont été accompagnés dans ce cadre-là, voire même aussi formés, puisqu'on a des formations Calliope dans les risques psychosociaux qui sont proposées pour repérer les professionnels de la santé qui ne vont pas bien. Donc tout ça, effectivement, rentre dans des parcours, et je finirai peut-être par un parcours de mission sociale, puisque SPS a créé la première maison des soignants, où on accueille aussi des femmes, qui est un lieu à la fois de soins, avec des entretiens avec des psychologues, un lieu de formation et d'information, et un lieu de ressources, avec des groupes de parole, des groupes de reconversion, et des ressources. C'est à côté de l'Arc de Triomphe, à Paris, 4 rue de Tractire, donc je vous invite à venir nous rejoindre. Donc ce parcours, effectivement, il est très important pour accompagner évidemment les professionnels de la santé qui, quelque part, sont un peu des patients. Quand ils sont en souffrance, on a besoin qu'on s'occupe d'eux. Merci. Bravo, bravo, on vous applaudit, effectivement. C'est un enjeu majeur pour les soignants, mais aussi, comme vous l'avez très bien dit, pour les patients. Professeur Alassonnière, je me tourne vers vous. Donc, je rappelle ou je précise que vous travaillez beaucoup sur l'intelligence artificielle. Donc, vous, de votre point de vue, comment est-ce que nous pourrions améliorer donc, la continuité des parcours, notamment le parcours des examens lorsqu'il y a suspicion de maladie? Je pense que vous avez 2 très beaux programmes en tête. Alors oui, si vous pouvez nous les présenter en quelques minutes. Je vais vous parler de 2 exemples qu'on a développés, déployés même. Un qui a une origine assez simple, un médecin qui était le chef de clinique de la maternité de Neckar qui est venu nous voir en nous disant on est un centre de diagnostic pluridisciplinaire prénatal et on a beaucoup trop de patientes qui arrivent avec juste un besoin de réassurance. Parce qu'en France, dès qu'il y a une suspicion d'anomalie sur un fœtus, il faut référer à un CPDPN pour qu'il y ait un 2e avis, etc. S'enclenche nécessairement le stress des parents, le fait que le CPDPN est déjà saturé et donc il faut prendre en charge tous ceux qui sont référés là-bas, sans priorisation a priori, puisqu'on ne sait pas. Et donc l'idée était de fluidifier un peu tout ça, c'est-à-dire à la fois quand c'est un référencement simple de contrôle, rassurer tout de suite les parents en disant vous allez être référencés, pas de stress, pas la peine de harceler la secrétaire au téléphone, il n'y a pas d'urgence, tout va bien, il faut juste vous référencer, mais voilà. Et donc on souffle et on y va doucement. Ou alors effectivement, il y a une suspicion de quelque chose d'un peu plus grave et on vous oriente vers le bon CPDPN et on vous fait une prise en charge particulière. Alors pour ça, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire et donc, on a lancé un projet de recherche qui, finalement, nous a amené à la création de la start-up Sonio, qui fait exactement ça. Donc, quand il y a une première anomalie qui est issue de l'échographie, l'échographiste rentre dans ce qu'on appelle un arbre de décision. Et en fait, l'arbre est mis à jour automatiquement. Donc, il y a un 6e orteil au pied gauche. Très bien, on rentre dans le 6e orteil au pied gauche. Et puis après, qu'est-ce que je vais voir ? Allez voir si le ventricule gauche est bien. Oui, non. Et puis, si oui, on fait quelque chose. Sinon, on fait autre chose. Et c'est en temps réel, mis à jour, et ça permet d'optimiser le parcours de l'examen, qui couvre pour l'instant entre 350 et 400 maladies rares du fœtus. Et donc, à la fin, on arrive avec, normalement, à 99% au moins, à un diagnostic pouvant être, c'est une anomalie isolée, il chaussera du 44 d'un côté et du 42 de l'autre, c'est pas très élégant, mais en fait, c'est pas grave. Le diagnostic peut être bien plus important et le référencement se fait après. Mais en tout cas, au moment où la patiente arrive, on est capable de l'orienter dans une ou l'autre des catégories, tout va bien. Rassurez-vous, vous allez être référencé. Si c'est dans 3 mois, c'est pas grave. On va essayer que ce soit avant la naissance. On a quand même cette échéance-là. Et où c'est grave. Et là, on appuie le référencement vers le bon CPDPN.
Et donc tout ça, c'est optimiser le parcours du calvaire de la femme enceinte qui est alertée dès le moindre symptôme. Donc ça, c'est une des 2 success stories et qui, effectivement, est utilisée à l'heure actuelle dans les hôpitaux français, mais pas que. Et on déploie particulièrement dans les pays en voie de développement où la connaissance médicale est moindre et où, de fait, le référencement n'existe même pas. Et puis après, un deuxième cas qui est sur l'anticipation du diagnostic. On s'est penché sur les maladies neurodégénératives et en particulier celles qui affectent en premier la mémoire. Donc on va tous penser à Alzheimer, sauf qu'il y a plein de maladies. Il y a les malades à corps de Lévy qui ont des problèmes de mémoire. Le diabète peut aussi causer des problèmes de mémoire, visiblement, je ne le savais pas moi-même. Et donc, à partir des premiers troubles cognitifs, on arrive à positionner le patient dans une dynamique d'évolution. Pour vous faire un schéma, vous avez tous en tête les courbes de croissance des enfants dans les carnets de santé. Et bien en fait, on fait la même chose avec des données plus compliquées. Mais on est capable de faire la petite croix. À cet âge-là, ce patient est ici. Et donc, je sais calculer son évolution. Et comme je sais calculer son évolution, eh bien, je suis en mesure de dire, avec une précision qu'on a contrôlée, qu'il y aura probablement telle ou telle pathologie et que donc on peut anticiper la prise en charge. Et pour les maladies comme ces maladies de la mémoire, il y a assez peu de traitements. Malade à corps de Lévy, Alzheimer, c'est pas encore très bien traité. Par contre, on peut essayer de proposer des parcours de renforcement cognitif, etc., et une prise en charge paramédicale pour que les patients soient le plus tardivement possible dans une phase aggravée de la pathologie. Et ça, alors je vous encourage à aller voir, c'est drmemo.fr, donc vous cliquez drmemo.fr, pas DR, hein, docteur en entier, et vous allez avoir 30 questions pour vous ou pour un proche, parce qu'en général, si c'est vous qui vous inquiétez, que vous oubliez toujours vos clés ou ce que vous avez mangé hier, le fait d'en être conscient, c'est déjà un fait que vous allez bien. La plupart du temps, vous vous inquiétez pour un proche. Et donc, vous pouvez remplir le questionnaire pour un proche et aller voir si, effectivement, à partir de cette petite croix que le questionnaire va nous permettre d'afficher dans nos logiciels, on va être capable de vous dire, eh ben, tout va bien, vous êtes juste fatigué, ou alors vous référencez vers un médecin généraliste qui aura été formé pour ça. Et le médecin généraliste organisera tout le parcours de soins à partir de la consultation, qui peut aussi se faire en visio d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. On reviendra peut-être dans le cadre du débat. On vous applaudit bien évidemment. C'est de très beaux exemples. Et on reviendra peut-être sur là où peut intervenir l'intelligence artificielle dans le débat. Maître Caroline Henry, on vient de parler d'intelligence artificielle et moi j'ai envie de vous demander peut-être la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il faut en avoir peur ? Waouh, c'est une grosse question. En 2 minutes, bien sûr. Alors, je crois que le positionnement européen consiste à faire en sorte qu'on n'en ait pas peur. L'Europe, et il faut bien qu'on se congratule à certains endroits, est le premier continent, et la France est extrêmement motrice dans cette démarche-là, à essayer d'anticiper les risques et de réglementer la pratique de l'intelligence artificielle. Ça vaut pour tous les secteurs, mais ça vaut particulièrement pour la santé, puisqu'on va réglementer plus ou moins. Alors tout ça étant discussion. On a un certain nombre de textes qui sont déjà passés, puisque qui dit intelligence artificielle dit nécessairement et fondamentalement des traitements de données. Et donc, l'Europe est le champion de la réglementation sur les traitements de données. Le RGPD, je le dis sans jugement de valeur, hein, mais le RGPD est la première réglementation mondiale aussi efficiente. Le RGPD est la France a été beaucoup à l'initiative de cette réglementation, puisqu'on est vraiment le premier État à avoir été concerné par ces sujets-là. Au-delà du RGPD, on a vraiment un travail sur la manière dont on peut utiliser les données, puisque les données, c'est aussi la source de l'innovation et la source de beaucoup d'innovation en santé. Donc, on a des règlements qui sont entrés en vigueur, qui viennent structurer la manière dont on gouverne les données, la manière dont on se comporte avec les données, et les données de santé font partie de cela. On a un règlement qui est encore en discussion, qui est extrêmement important sur vraiment les données de santé et l'espace qu'on appelle l'espace européen des données de santé, c'est-à-dire toutes nos données des Européens, on va avoir un cadre pour pouvoir
à la fois de faire de l'innovation et à la fois être extrêmement protégés. Donc tout ça vient se stratifier. Et puis on a un règlement qui est en discussion, là, qui connaît un petit mouvement de balancier, puisqu'on a ChatGPT qui est venu redonner un peu de débat dans le débat qui était relativement avancé, mais qui va vraiment venir encadrer cette intelligence artificielle. On est, encore une fois, le premier continent à le faire. Les Américains, je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle, commencent à se poser la question, mais j'allais dire depuis un mois. Et nous, on se la pose depuis des années. Il y a vraiment une logique, une pensée, une structuration européenne extrêmement forte. Donc, on va pouvoir avoir de l'innovation en Europe avec un cadre extrêmement sécurisant. Donc, est-ce qu'il faut en avoir peur? L'Europe a l'air de dire oui sur certains territoires. Par exemple, si on essaye de manipuler et de passer en dessous de votre conscience, ça va être totalement interdit. Si on essaye de classifier socialement les gens avec des critères, ça va être totalement interdit. Donc tout ce qui est extrêmement dangereux pour les individus, pour la démocratie, va être complètement interdit. Et puis tout ce qui va générer des risques, mais en même temps un progrès sensationnel pour les Européens et puis pour les entreprises européennes qui vont pouvoir développer des sujets, on va avoir un cadre qui va être extrêmement protecteur. Et ce qu'on observe, c'est que souvent on a une discussion sur mais est-ce que ça ne va pas freiner l'innovation, etc. On observe que en fait, d'autres États, d'autres continents, je pense même à l'Inde par exemple, qui ont une réglementation assez proche du RGPD, à la Californie. Donc on voit qu'on essaime aussi sur la manière de penser les choses. Donc est-ce qu'on peut en avoir peur? Oui, on peut en avoir peur, probablement pas là où on l'imagine, puisqu'on a beaucoup de fantasmes, puisqu'il y a, alors ça peut-être Stéphanie aura une vision là-dessus, mais intelligence artificielle, beaucoup vous dites, il n'y a pas vraiment d'intelligence en fait. Donc il y a déjà une terminologie qui est extrêmement effrayante, il y a une fantasmatique qui est extrêmement effrayante, donc tout ça, c'est aussi le sujet de tous d'expliquer un maximum, qu'on soit le plus acculturé dans ce monde dans lequel on vit déjà un peu, mais dans lequel on va continuer à vivre, pour apprivoiser les choses. Ce qu'on ne connaît pas fait peur. Et puis ensuite, on a vraiment des législateurs européens qui sont vent debout pour à la fois permettre l'innovation et protéger les citoyens. Peut-être aussi, j'ai envie en une minute peut-être, les travaux que vous menez au sein du Cercle P. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce qu'est le Cercle P et ce que les sujets sur lesquels vous travaillez, sans doute aussi au service de la continuité des parcours de soins? Oui, le Cercle P, c'est un cercle de réflexion qui a été initié par le laboratoire Pfizer. Je crois qu'il existe depuis 2016 maintenant. L'idée, c'est d'arriver à croiser les regards, des regards assez différents sur le même objet. Il réunit des représentants d'associations de patients, Sylvie Joly pour la Confédération nationale des personnes obèses, Catherine Cerizet, que probablement vous connaissez tous un petit peu ici, le professeur Pascal Pujol, qui est oncogénéticien et pas des moindres. Et puis, j'ai le privilège aussi de participer à ça pour donner un regard juridique sur les questions. On a travaillé jusqu'à présent sur différents sujets. L'idée, c'est de réfléchir ensemble à la place du patient dans le système de santé en se projetant toujours dans une logique prospective de quelle sera la médecine de demain et quelle sera la place du patient dans ce système-là. On a travaillé sur l'expérience patient l'année dernière. C'était absolument passionnant. L'année d'avant, on a travaillé sur la santé numérique et toutes les transformations qui vont venir des technologies en santé. Et puis, cette année, on a travaillé sur la prévention. Parce que au-delà du parcours de soins, on a un parcours de santé et on a beaucoup de volonté politique aujourd'hui, ce qui est quand même un grand progrès. Mais en France, on n'est pas les champions de la prévention. Et donc, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait faire évoluer les choses. On a produit un document qui est assez chouette. Je vous invite à aller le consulter, qui a été merveilleusement mis en forme par un graphiste très sympa. Nos réflexions, je crois que la première, si vous me coupez si je fais long, la première, c'est de se dire que la prévention, c'est d'abord, et là je crois que tout le monde s'est rejoint là-dessus de manière assez instinctive, c'est d'abord une histoire de territoire. Pourquoi c'est une histoire de territoire? Parce qu'à l'échelle des territoires, on connaît mieux les besoins de santé, parce qu'à l'échelle du territoire, on connaît mieux les fragilités aussi, parce qu'à l'échelle du territoire, on connaît mieux les professionnels qui peuvent concourir à la prévention, et parce qu'à l'échelle du territoire, on connaît mieux aussi les citoyens et qu'on est plus à même de répondre aux besoins. Donc ça, c'est vraiment un angle, j'allais dire, fort et une conviction forte pour nous. Et puis après, notre conviction, c'est qu'il faut utiliser les outils de coordination actuels
pour que tous les acteurs qui peuvent contribuer à la prévention puissent le faire, et puis aussi développer des outils pour le permettre. Qu'il faut parler de santé, de promotion de la santé tout le temps et partout, aussi bien dans les lieux publics que dans le sport, que à l'école. Très important, l'école, ça marche hyper bien avec l'écologie, ça doit marcher aussi sur les sujets santé. Et puis, l'idée, c'est d'aller vers. Mais l'aller vers, c'est comment on fait pour vraiment aller. Et puis, dans la première table ronde, on l'a vu, c'est pas toujours si simple. Et nous, on pense fondamentalement que la donnée est un moteur essentiel pour aller vers, pour identifier les besoins et les publics, et puis aussi pour nous permettre à chacun d'être très autonome, c'est-à-dire aller vers, j'ai fini, aller vers très très vite et très très profond vers chacun avec une prévention plus personnalisée. Et là, la technologie et les données peuvent nous aider. Je vais vraiment vers l'individu, vers son besoin de prévention spécifique avec ses risques spécifiques. Merci, on vous applaudit là aussi. Et la prévention, effectivement, une question centrale. Catherine Reynaud, je me tourne vers vous. Donc, un acteur de santé comme Pfizer intervient bien sûr dans de très nombreux champs, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour optimiser la continuité des parcours? Quel type d'action vous pourriez mener ou encourager? Je pourrais vous citer beaucoup d'actions dans la continuité qu'on met en place pour assurer cette continuité de parcours, puisqu'on intervient à peu près à toutes les étapes du cycle de vie du médicament, que ce soit au niveau de ses cliniques, que ce soit de la prise en charge ou du suivi. Mais là, en fait, on m'a demandé, alors il y a la continuité de parcours, mais on m'a demandé de parler des ruptures. Donc la rupture de parcours, qui est un sujet important, puisque quand il y a pas de médicaments disponibles ou lorsqu'on est en tension, le parcours s'arrête. Donc juste avant peut-être de vous décrire les ruptures, les causes et qu'est-ce qu'on peut en dire, peut-être vous donner quelques données en termes de contexte, notamment par rapport à Pfizer. Donc il faut savoir que Pfizer exploite en France 120 médicaments, ce qui correspond à peu près à 351 présentations. 90% de nos médicaments sont des MITM, c'est-à-dire des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Pour chaque MITM, la loi demande que soit instruit un PGP, un plan gestion pénurie, et donc ça c'est fait par l'équipe de notre pharmacien responsable qui est dans la salle, donc qui pourra aussi répondre à vos questions, et ce PGP est communiqué à l'ANSM. En termes de production, parce qu'il y a beaucoup d'idées et d'idées reçues par rapport à la production. Donc concernant Pfizer, il faut savoir qu'on a plus de 39 sites en notre nom, en propre, dont 14 sites en Europe. Par rapport à ça, on développe énormément de partenariats, des partenariats avec des façonniers. Donc c'est plus de 300 partenariats qui sont développés avec des façonniers dans le monde entier et à peu près 60 en Europe. 98% de nos médicaments distribués en France sont fabriqués en Europe. Donc voilà, une idée un peu reçue, que tout arrive de l'Inde et de la Chine. Non. Par rapport aux pénuries, donc il faut savoir déjà que c'est un phénomène qui est complexe et multifactoriel et qui n'a pas de réponse unique, de réponse simple. Même si nous, notre action et les équipes qui travaillent là-dessus mettent tout en œuvre pour prévenir ces tensions, il faut savoir que voilà, ça reste quand même un sujet compliqué. Les causes, elles peuvent être externes, elles peuvent être internes. Les causes externes, c'est par exemple une augmentation subite de la demande de médicaments et ce n'était pas prévisible. On donne un exemple qu'on a eu et qui est assez frappant. Au début de la crise Covid, vous vous souvenez que les services de réanimation étaient quand même remplis. Et donc, en réanimation, on utilise un médicament, les curares. Donc, on a eu une augmentation qui a été de x4. Ça veut dire que notre stock, le stock qu'on avait de 5 mois, a été utilisé en 2 semaines. Donc ça, typiquement, c'était impossible de le prévoir. Par rapport à ça, il peut également, en termes de causes externes, il peut également y avoir
des ruptures chez nos concurrents, des tensions chez les concurrents, ou encore, l'autre cause, ça peut être des exportations parallèles. À côté de ça, je vous le disais, les autres causes, c'est les causes internes. Donc les causes internes, ça peut être un problème industriel, soit sur nos propres chaînes de production, soit chez les fournisseurs. La production d'un médicament, c'est beaucoup de phases, et comme je vous le disais, c'est complexe, ça mobilise énormément d'acteurs. Je vous donne un exemple pour l'un de nos vaccins. Il faut savoir qu'une dose de vaccin mobilise 1700 personnes, tout au long justement de cette chaîne de production, que c'est 400 composants, 581 étapes industrielles, et que lorsqu'on est sur un vaccin, il y a beaucoup de tests qualité, c'est 678 tests. Donc vous voyez que tout ça est complexe, prend du temps, et dès que vous avez un petit grain dans cet engrenage, eh ben oui, on a des tensions. Les autres causes internes, ça peut être les investigations en matière de qualité. Et ça, c'est très important puisque nous, on a évidemment comme objectif que ce soit 100%, nos médicaments soient 100% qualitatifs. Donc, vous voyez que les causes, elles sont souvent liées à des facteurs finalement qui sont indépendants de toute stratégie d'une entreprise, de toute décision que pourrait prendre l'entreprise. Pour vous donner encore des exemples, en 2022, donc l'équipe de Franck a adressé 123 notifications de potentielle rupture à l'ANSM. Sur ces 123 notifications, 41 se sont avérées effectivement être des ruptures, et la moyenne de ces ruptures, c'était à peu près 45 jours. Donc, et 82, finalement, l'équipe a réussi à trouver une solution, et donc ça a été en tension, mais jamais en rupture. Les causes étaient pour un tiers externe, 2 tiers de causes internes. Voilà, donc pour vous donner un petit peu ce panorama, qu'est-ce qu'on met en œuvre? Et vous avez vu que, je ne sais pas si ce n'était pas hier d'ailleurs, le ministre de la Santé a mis en place une charte qui a été signée par l'ensemble des parties prenantes pour justement, là encore, proposer, je crois qu'il y a 9 mesures qui ont été proposées pour éviter au maximum ces tensions et ces ruptures. Et donc les industries du médicament, via le LEM, ont signé cette charte. En termes de possibilités, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Puisque, comme je vous le disais, nous, on a à cœur de prévenir ces tensions et au maximum de les éviter. C'est déjà de détecter quels sont les signes précoces de ces tensions. Et puis, avant que ça ne s'avère être une rupture, voir quelles sont potentiellement les alternatives thérapeutiques ou avoir des actions de mitigation. Donc, en gros, c'est l'intérêt de personne et on y travaille. Je voudrais juste dire quelque chose par rapport aux fausses idées qu'on a. Parce que le débat qu'on entend beaucoup, c'est on va résoudre les ruptures et il faut tout relocaliser. Donc ça, vous l'avez vu, je vous ai donné l'exemple de ce qui se passe sur un vaccin en donnant le nombre d'étapes, le nombre de composants. Donc, c'est pas possible et c'est pas souhaitable. C'est pas possible parce que oui, c'est trop complexe et il y a trop d'acteurs. C'est pas souhaitable parce que si vous avez un problème dans un pays, si vous avez un problème dans une usine, là, vous êtes vraiment en rupture. Et nous, on a quelques médicaments qui sont produits en France et qui sont en rupture. Donc, ça n'a vraiment rien à voir. L'autre fausse bonne idée, et on l'entend beaucoup, c'est les stocks. Il faut faire des stocks, il faut faire des stocks. Actuellement, la réglementation, c'est 2 mois de stock pour un médicament, et si c'est un médicament avec une forte intention, une forte possibilité de rupture, vous pouvez aller jusqu'à 4 mois de stock. Nous, généralement, en termes de stock et de prévisibilité, on est entre 60 et 75 jours de stock pour un médicament. Si vous faites des stocks énormes, ça veut dire quoi? Déjà, c'est pas très éthique parce que chaque pays va vouloir le faire. Ensuite, c'est des coûts de stockage, c'est des coûts d'immobilisation. Et
en plus, à chaque fois que vous avez un changement, vous voyez dans une boîte de médicaments, la petite notice, vous avez un changement sur cette notice, ça veut dire que généralement, il faut tout changer. Donc, jetez ce que vous avez et recommencer. Donc voilà pourquoi c'est pas souhaitable. Et nous, on l'a vu aussi pendant la crise Covid. Je vous disais, ces tensions qu'il y a eu sur les curares. Pourquoi ça a toujours été en tension? Parce que justement, on a pu jouer de flexibilité, de trouver des stocks qui étaient dans d'autres pays, de pouvoir les importer en France. Et cette notion de flexibilité est vraiment, vraiment très importante. Donc pour finir, je dirais, voilà, c'est flexibilité. Je pense qu'il faut inciter les industriels aussi à avoir des chaînes robustes, voire des sites alternatifs. Et souvent, dans les sites qu'on peut avoir en propre, c'est vrai qu'il y a des chaînes de production qui vont être dédiées à des produits qui sont en tension, mais on peut changer assez rapidement. Je vous parlais des notices. C'est vrai qu'avoir, par exemple, des notices dématérialisées permettrait de pouvoir sortir la notice dans la langue que vous souhaitez, et donc et pouvoir importer plus facilement d'un pays à l'autre. Et encore une fois, il y a des normes européennes que la France n'a pas rajouté des normes qui viennent quelquefois complexifier et qui prennent du temps. Voilà ce que je voulais vous dire sur la continuité du parcours. Merci. Éviter les ruptures. Merci, on vous applaudit parce qu'on mesure là aussi tout votre engagement. Merci beaucoup Catherine Reynaud. Vous avez la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Mais comme nous l'avons fait pour la première table ronde, je me tourne vers notre facilitateur graphique, Guillaume. Donc Guillaume, est-ce qu'on peut voir ce que donne sous votre coup de crayon la continuité des parcours? Écoutez, merci beaucoup. On voit le petit risque de rupture. Donc effectivement, une mobilisation permanente. Oui, je pense qu'on vous l'enverra parce que c'est une belle restitution. Bravo à vous, Guillaume. Qui pose la première question? Alors, vous pouvez aussi intervenir en ligne. N'hésitez pas. Oui, Eric. Merci à toutes. Moi, j'ai une question pour Maître Caroline Henry. Vous avez dit... en conclusion de votre intervention, vous avez dit on ne devrait pas avoir peur de l'intelligence artificielle, globalement parce que l'Europe met en place un système de sécurisation par rapport à l'utilisateur final. Ce que nous pouvons entendre au niveau mondial, c'est que justement, parce que nous sommes trop sécuritaires, nous prenons du retard et nous empêchons l'innovation de déferler en Europe. Et donc, je comprends votre argument, mais on prend l'autre argument en face. On a toute une partie de la société française et des élites françaises concernées qui disent nous prenons du retard. Merci. Maître. On n'attendait pas beaucoup moins. Alors, ça me permet juste de rajouter quelque chose que j'ai vraiment oublié, qui est vraiment important. C'est que le cercle P fonctionne grâce à notre bonne fée, Elsa Bier-Sauvêtre, et qu'il faut vraiment lui rendre hommage là-dessus parce qu'elle fait un boulot extraordinaire. Je ferme cette parenthèse. Pour répondre à ta question, alors je crois qu'on ne freine pas des deux pieds puisque de toute façon le règlement européen n'est pas encore entré en vigueur. Donc on peut se poser la question pour l'avenir, mais aujourd'hui on n'en est pas là. Il y a probablement un équilibre essentiel à trouver entre protéger et ne pas freiner l'innovation, parce que le risque que tu es en train de décrire, c'est si on freine trop, eh bien de toute manière les solutions viendront, et elles ne viendront pas de l'Europe, et elles viendront avec
notamment une approche de la donnée, et la donnée est extrêmement importante. Un, la manière dont on a le droit de la traiter ou pas. Deux, la manière dont on va la traiter et les biais éventuels qu'on peut insérer dans des solutions. Je regarde Stéphanie, parce que je pense qu'elle a un paquet de choses à dire sur le sujet. Je pense qu'elle a très envie. Pour autant, il y a un vrai exercice d'équilibriste qui n'est pas terminé, puisque ça a été relancé, et l'IA générative, ChatGPT, a relancé la discussion sur les risques et la manière de les aborder pour les régulateurs européens. Donc c'est un vrai exercice d'équilibre, en fait, entre les sujets. Mais ce que je peux te dire, c'est que comme je ne suis pas toute jeune avocate, j'ai connu une autre période. Et l'autre période, c'était le début d'Internet et du déploiement de l'Internet dans le monde entier. Et puis, de la même façon, on a eu ce mouvement réglementaire très important à l'Europe pour essayer de structurer, de définir qui fait quoi et qui a le droit de faire quoi. Et en fait, ce qui est un peu particulier dans la réglementation européenne, c'est qu'elle a toujours deux vocations. Une vocation qui est de protéger le consommateur, le citoyen, le patient, mais une autre vocation qui est de faciliter le marché intérieur, puisque c'est l'essence même de cette réglementation, et de rendre l'économie et l'innovation possibles. Donc, tu as vraiment dans ces réglementations une vocation à réglementer aussi pour que tout le monde ait les règles du jeu et qu'on puisse dynamiser l'innovation. Donc, tu vois, l'exercice est quand même pas uniquement freinant, comme on entend beaucoup ces discours. De toute façon, tu as toujours des discours, la réglementation, il ne faut pas, et puis des discours qui te disent il n'y a pas assez de réglementation. Mais il y a vraiment un travail à l'Europe qui est d'essayer de faire cet équilibre-là. Stéphanie. Moi, je veux bien rajouter quelque chose, parce que il y a une mission interministérielle qui a été lancée en juin, confiée à Jérôme Marchand-Harvier sur l'utilisation secondaire des données de santé, dans laquelle je fais partie. Et le constat n'est pas aussi joyeux que tu peux le décrire, Caroline. En fait, on a un règlement européen qui est facilitant, et en France, on fait ceinture, bretelle, parachute, et double parachute. L'exemple simple, c'est qu'en France, on a la CNIL. On a le CESRES. Le CESRES, c'est un comité éthique et scientifique qui évalue chacun des projets qui veut réutiliser des données de santé quand elles sont chez NeoSNDS ou quand elles sont multicentriques. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et ça fait parfois doublon avec des comités éthiques internes, parce que pour chaque publication dans une revue internationale en médecine, il vous faut un comité éthique qui a tamponné le fait que vous aviez le droit d'utiliser ces données. Et donc nous, on fait, voilà, c'est ceinture, bretelle, parachute. Hein. Et le constat est quand même assez amer sur le fait que, malheureusement, la plupart des innovations utilisent des données qui ont été collectées à l'étranger. Parce que pour accéder à une cohorte française, vous allez faire une première demande, vous allez attendre, pour recevoir finalement 1 mois et demi après la réponse « Ah ben non, visiblement, on ne peut pas prendre votre projet. » D'accord, c'est bizarre, il y en a d'autres, un peu similaires. Donc, je suis assis sur mon tas d'or et surtout, je ne veux pas partager. Et puis, vous allez avoir une banque de données anglaise où vous faites la demande le vendredi soir en fournissant tous les justificatifs. Vous êtes un académique, vous mettez tout, hein, votre contrat de travail, c'est réglementé quand même. La bulle sécurisée est créée le mercredi suivant. On a accès à 400 000 données des patients, enfin de population anglaise en 4 jours. À côté de ça, ben oui, l'innovation, elle est développée sur des données étrangères et ça inclut des biais. Exactement ce qui était mentionné, c'est-à-dire que tout n'est pas applicable chez les Anglais comme en France, mais ça n'empêche que pour développer les technologies, beaucoup d'industriels aussi, vont un petit peu ailleurs. Et donc ça, c'est vraiment un constat assez désolant qu'on a fait au niveau de la mission, c'est qu'on ne donne pas aux chercheurs et aux innovateurs tous les moyens pour aller vite, là où il y a une compétition énorme sur la donnée de santé. Merci. Alors, sur le Health Data Hub en conclusion sur le Health Data Hub en conclusion, donc le Health Data Hub, c'est une initiative justement qui avait pour but de faciliter les choses. Pourquoi ? Parce que la CNAM, à l'heure actuelle, fait tout un tas de travaux d'extraction de chaînage qui ne sont pas prévus dans ses missions et qui ne sont de fait pas prévus ni dans son personnel, ni dans ses infrastructures.
Ça devait être extrait au Health Data Hub. Il y a eu une polémique sur l'hébergement des données qui est pour l'instant sur le Microsoft Azure. On espère bien pouvoir trouver une transition et proposer des mesures qui vont permettre, de rassurer tout le monde et d'engranger une souveraineté sur la donnée de santé, mais en gardant quelque chose qui peut être parfois centralisé pour certains projets. Il y a des projets qui nécessitent une centralisation et puis d'autres qui ne le nécessitent pas. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Allez, dernière question rapide. Oui, madame. Le micro arrive tout de suite vers vous. Question rapide, réponse rapide. Merci beaucoup. Je m'adresse à madame Aubanel et peut-être à d'autres. Donc, on a parlé beaucoup du risque de rupture dans la continuité des parcours et ça m'a mis en tête, moi, en tant que patiente et en tant que patiente partenaire. La continuité du parcours a-t-elle été pensée dans le rétablissement ? C'est-à-dire qu'il y a énormément de population maintenant qui va être en vulnérabilité dans le rétablissement et ça peut être aussi une prévention pour les futures récidives. Et il y a un grand plaidoyer à faire autour d'insérer le rétablissement dans le parcours de soins et tout ce que ça peut comporter. Voilà. Merci beaucoup pour votre question. C'est effectivement un sujet majeur. Daniel Aubanel. Peut-être un sujet majeur, mais nous n'avons pas sectionné la continuité de parcours entre le diagnostic, le parcours lui-même et le rétablissement. Les enquêtes que nous avons faites à ce jour s'adressaient à une population globale relativement hétérogène, mais cependant très sensibilisée à la chose puisque ça s'adressait à des associations de patients, donc des patients déjà très informés. Je pense que ce que vous soulevez est une vraie question qui vaudra la peine peut-être de s'y intéresser, ce qu'à ce jour nous n'avons pas encore fait, puisque nous nous sommes plutôt intéressés en amont, à savoir le diagnostic, la vraie prise en charge avec tout ce qu'elle comporte d'inéquité, plutôt que le rétablissement. Mais en effet, je crois que c'est une très bonne piste aussi pour les différentes associations que d'insérer maintenant la suite que peut trouver un malade quand il est en rétablissement. Et Dieu sait que pour certaines associations, je suis très impliquée dans cela et il y a énormément de choses à faire. Merci. Donc, un sujet que nous suivrons également avec attention. On vous applaudit toutes les 5. Merci infiniment pour vos témoignages. Merci beaucoup.